Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse, la deuxième partie de la critique analyse du chapitre 909. On va parler ici de Wano Kuni et voilà, vous allez me voir, je vais beaucoup parler par rapport à toutes mes fiches. Pourquoi ? Parce que il y a Anthony, je lui fais encore un gros merci à lui, qui m'a donné quelques pistes de recherche et après j'ai fait les recherches sur Wikipédia. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a eu énormément de termes japonais et comme je ne les connais pas, pour éviter de dire des grosses conneries, eh bien je vais me servir de ce support. Je vais aussi m'en servir pour vous faire une petite timeline depuis le départ de Zoo. Pourquoi ? Pour savoir vraiment combien de temps se sont déroulés jusqu'aux événements de la rêverie et aussi jusqu'aux événements qui sont en train de se dérouler au niveau de Wano Kuni. C'est vraiment très très important pour vraiment savoir de quoi on va parler, et ça, il y a énormément d'éléments que je ne peux pas faire de tête, hein. Je ne suis pas une machine, je suis humain et vous savez déjà le problème que j'ai par rapport au nom des personnages. Et avant de commencer cette vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, elle sera en lien à la fin de celle-ci. Et en plus, j'avais fait une petite information par rapport à deux personnes que j'adore. Il s'agit de Pandart que j'ai vu, que j'ai enfin pu voir au niveau de la Geeks Day de Lille, et aussi de Tom Sama. Pourquoi ? Parce que ce sont deux personnes qui font, deux artistes pour moi, qui font de colorisation de chapitres, que ce soit de One Piece mais aussi d'autres mangas. Et Tom Sama, lui, il y a son ordinateur qui est carrément planté, donc il a un Tipeee. Donc si vous voulez les soutenir, eh bien je vous invite encore une fois à aller verser 1 ou 2 euros. C'est pas le don en tant que tel qui est important, mais c'est le nombre de personnes qui font des dons. Voilà, c'est ça. Et après, il y a aussi Pandart qui fait un très très gros travail. Donc si vous voulez remercier, si vous profitez vous aussi de leur colorisation, des fois leur faire un petit don sur Tipeee, eh bien ça les encourage. Et encore une fois, je dis que ces artistes ont du talent, donc voilà. Alors on va commencer tout de suite par la timeline. La timeline, c'est hyper compliqué. On va prendre comme référence le chapitre 824 qui est le départ de Zoo. Et là, on voit qu'il y a deux équipes qui sont partis, la première de Luffy pour aller à Toadland et la deuxième de Zoro. D'après ce qu'on peut voir dans la suite des chapitres, à un moment on voit Vanda qui parle à Uke, qui est le singe, et elle a dit bah tu vois ça y est, il y a Carotte qui est parti avec eux, mais t'as pas voulu me le dire. Et on voit qu'il n'y a pas d'autres personnes avec eux, à part bien sûr Inuarashi qui lui était resté avec Momonosuke pour justement parler et en apprendre plus sur Zunisha. Donc on peut tabler que Zoro, Kinemon, Kenjuro, Robin, Usopp, etc. Sont partis quelques temps après. Et on a aussi Nekomamushi qui est parti avec le reste de son clan, on va appeler ça comme ça, pour aller rejoindre Marco. Et on voit justement qu'il a réussi en début du chapitre à rejoindre Marco. Donc on va prendre le départ de Zou comme le temps 0. On sait que pour atteindre Toadland, l'équipage de Luffy a mis plusieurs jours. On ne sait pas le nombre exact. J'ai lu tous les chapitres et c'est marqué quelques jours, pendant le temps où justement ils l'errent au niveau de la mer, qu'ils n'ont plus de nourriture, qu'ils ont presque pas d'eau, parce que Luffy, rappelez-vous, a fait à manger en utilisant toutes les provisions. Après il y a eu des tempêtes, il y a eu le feu dans la cuisine, enfin bref, ça a été la grosse merde. Et le quelques jours, moi personnellement, je le table entre 6 et 8 jours. Donc on va dire 7 jours. On va dire 7 jours. Après ça, il y a eu une journée. Après, ils ont été rejoints par un bateau escargot du Germa. Il y a d'ailleurs Reiju et Yunji, c'était leur première apparition. Donc ça a mis une journée. Et une journée après, ils ont réussi à atteindre Cacao Island. Première visite avec Pudding. Et après, ils ont mis une autre journée pour atteindre Toadland. Une fois qu'ils ont été à Toadland, toutes les aventures qui se sont passées ont duré 3 jours. Ça a été jusqu'à minuit et quart au moment où les Mugiwara ont réussi à partir. Et après, on a appris que la rêverie a commencé 2 jours plus tard, ce qui nous amène depuis un départ de Zoo à peu près plus ou moins 2 semaines et 1 ou 2 journées. C'est à peu près ça. Et ce qui est vraiment aussi très important, c'est qu'au moment où Zoro, l'équipage de Zoro, l'équipage de Nekomamushi, l'équipage de Luffy ont quitté Zoo, c'est aussi au même moment, durant la timeline, que Vivi a quitté Alabasta. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'on imagine
que pour partir de Zou, pour aller jusqu'à Wano Kuni, parce qu'à la base il faut savoir que Kinemon, Kenjuro et Momonosuke étaient venus pour chercher de l'aide sur Zou, donc on peut tabler que normalement c'est pas trop loin, on va dire, encore une fois c'est que de la supputation, hein, on va dire à peu près 5 jours de navigation, donc si on enlève 5 jours aux 2 semaines, c'est-à-dire 14 jours, on peut tabler qu'ils sont l'équipage de Zoro, Robin, Usopp, j'ai oublié quelqu'un, Franky, et aussi bien sûr pas Momonosuke, mais Kinemon et aussi Kenjuro. Ça fait à peu près 9 jours, 9-10 jours, qui sont sur le pays de Wa, hein, Wano Kuni, le pays de Wa, en infiltration. Et ça c'est très important, c'est par rapport à Zoro qu'on va reparler tout à l'heure, où il se fait son Hakiri et on dit que ça fait qu'il est l'assassin qui a tué 3 personnes depuis un mois. Ce qui montre que ce n'est pas Zoro qui ont tué les personnes. Donc ça, c'était pour la timeline. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Répondez oui, même si je vous entends pas, répondez oui, ça me fait plaisir, parce qu'il y a quand même eu pas mal de boulot là-dessus. Alors maintenant, on va parler de Wano Kuni, ce décor qui nous est présenté tel une pièce de théâtre, une pièce de kabuki. T'as un rideau, le rideau qui s'ouvre, et à côté, on a une personne qui fait d'un instrument, et cet instrument est un shamisen, qui est de la famille des luths. C'est un instrument à 3 cordes qui est joué par une dame, et justement le sort pas de médiator géant qui est fait en ivoire, ça a un nom, ça s'appelle un plectre. Donc voilà, hein, merci Wikipédia. Et il faut savoir que cet instrument était l'instrument de prédilection des geishas. Et là, la fille, on peut la reconnaître aussi par rapport à un masque, et à un masque reptilien. Reptilien, c'est très important parce qu'il va y avoir énormément de références par rapport au dragon. La chose aussi qui est vraiment excellente au niveau de cette, je vais appeler ça, de ce shamisen, c'est que quand tu fais tes recherches au niveau de Wikipédia, tu t'aperçois que la peau, qui sert de caisse de résonance, c'est fait à base soit de peau de chien, soit de peau de chat. Donc ça reprend un petit peu. Si on prend que cette personne qui fait du shamisen est alliée à Kaido, la peau de chien et la peau de chat, ça fait penser à Nekomamushi et Inu Arashi. Donc voilà, c'est mauvais présage pour eux quand ils vont venir, mais ça c'est des petits trucs que j'aime bien. Et on voit d'un seul coup le décor, et ce décor est vraiment excellent parce qu'il y a énormément de références dessus par rapport à la mythologie chinoise, japonaise et chinoise d'ailleurs, parce que les deux sont liés. Alors voilà, je vais prendre là maintenant vraiment mes notes. Alors ce qui se passe, c'est que la ville qu'on voit au premier abord est une ville normale et peut aussi représenter le monde des vivants dans lequel nous sommes. Après, juste derrière, on voit une grande porte, et la grande porte, elle peut symboliser l'entrée au Yumi, et ça c'est l'enfer. C'est considéré comme l'enfer. Juste derrière, on voit 2 ponts de chaque côté qui sont pris par qui sont dans l'ouverture est faite par des torii. Et ce pont, alors ce pont, le nom serait le Ameno Ukihashi, qui est justement un pont qui relie le monde des vivants au monde des dieux. Et le monde des dieux a le nom du Takamagahara. Et ça, justement, ça serait le temple qu'on voit juste au-dessus. Temple qui est une reproduction presque à l'identique du château de Nagoya. Et le château de Nagoya, tenez-vous bien, qui est juste au-dessus, a été construit pour servir d'écrin, c'est-à-dire pour servir de lieu pour mettre en valeur une épée qui est le Kusanagi no Tsurugi. Donc peut-être que je le prononcerai mal, et cette épée, on va en reparler tout à l'heure avec Zoro, parce qu'elle a énormément Enfin, pour vous donner un ordre d'idée, cette épée au Japon est aussi connue et aussi importante que Excalibur. Cette épée fait partie des 3 reliques sacrées du trône de l'empereur. Cette épée sert aussi de sacre. Donc cette épée, au niveau du Japon, c'est quelque chose qui est hyper important. Et vous allez voir, on va en reparler tout à l'heure. Et la montagne qui est derrière, vous voyez qu'elle a sorte de 3 petits pics en haut. Et bien ça, c'est une représentation, c'est une ancienne représentation du mont Fujiyama.
Donc vous voyez, ça c'est seulement en passant la matinée à faire les recherches. Et je suis sûr, en plus, les montagnes qui sont derrière m'ont énormément fait penser justement au début de Dragon Ball, quant à la présentation de là où habite Son Goku. Et je pense que pour quelqu'un qui s'y connaît vraiment, il doit y avoir encore plein de références. Et ah oui, la chose que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que Scantrad m'a indiqué que tout ce qui se passe au niveau de Wano Kuni a été écrit en vieux japonais. Donc voilà, je pense que Ichiro Oda, il va s'en donner à cœur joie. Il va s'en donner. Donc cet été, moi, je vais le passer à potasser Wikipédia. Je vais acheter aussi des bouquins parce que je pense qu'il y a de quoi apprendre plein de choses. Il y a de quoi vraiment s'amuser. Alors ça, c'était... Je survole en un sens la présentation qu'il y a de Wano Kuni. Enfin, la double page, quand tu vois tous les détails qu'il y a, c'est génial, ça va envoyer du feu. Alors donc ça, c'était pour la présentation de Wano Kuni, mais même au niveau de la présentation des Mugiwara, Ichiro Oda, il s'est amusé. On va commencer par parler de Franky qui s'appelle Franosuke, et Suke, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement jeune apprenti ou assistant. Et Franky, sur sa veste, qu'il a, sa veste de charpentier, il y a marqué le nom de Minatamo. Et Minatamo, c'est qui? C'est tout simplement le mec qui a été présenté dans le SBS numéro 7. Il y a eu l'information qui a pas mal circulé au niveau de Twitter. Et ce mec-là, c'était une excuse qu'avait utilisé Ichiro Oda et qu'il utilise d'ailleurs assez souvent. On le voit parfois en animation. Et ce qui se passe, c'est que quand Ichiro Oda fait une erreur au niveau d'une architecture, au niveau d'un truc, c'est-à-dire que si à un moment, suite à un combat, il y a une partie qui est détruite, et bien si quelques cases plus tard, la partie détruite est un petit peu réparée, et bien il dit que c'est Minatamo qui l'a réparée. Et ça, c'est vraiment génial. Par contre, là, on va rebondir sur un truc. Est-ce que la création de ce personnage peut être considérée comme un foreshadowing? C'est-à-dire que, est-ce que Ichiro Oda, il l'a créé dans le but de le réutiliser ici? Je ne pense pas. Ici, on est seulement que dans le clin d'œil. Ichiro Oda c'est-à-dire que c'est une excuse qu'il a créée il y a très longtemps, et comme ce petit personnage-là, il l'a bien aimé, et bien il le réutilise ici. C'est exactement comme le mec dont je ne me rappelle plus le nom, qui prend des photos, le mec de la marine, il était de la marine? Non, il n'était pas de la marine. Lui faisait partie de l'équipe de Morgan, et il avait pris des photos et il avait oublié d'enlever le cache. C'est pour ça qu'on n'avait pas eu de photos de la Wanted pour la Wanted de Senji. Et bien il réutilise après ce personnage, et ça par contre c'est pas du foreshadowing comme j'ai vu, mais c'est du petit clin d'œil, donc c'est quelque chose que j'adore. Ensuite sa coupe qu'il a juste devant, et bien ça reprend un marteau. Ça fait penser au requin marteau, au marteau charpentier. Donc voilà, et ça reprend aussi un petit peu les bandeaux qui s'appelaient comment? Qui s'appelaient des hashimaki. Donc merci les petites notes. Donc voilà, toujours plein de petites références. Donc ça c'était pour Franky. Après on passe à Usopp. Son nom c'est Uso Hashi. Donc Uso, donc ça reprend la base de Usopp qui signifie mensonge, mentir. Et Hashi c'est 8. Donc est-ce que tout le temps de cet arc Wano Kuni, est-ce que Usopp va faire 8 mensonges qui plus tard seront considérés comme des choses qui vont se révéler vraies, comme il a l'habitude de dire? D'ailleurs on attend toujours le katana de feu ou les attaques de feu sur Zoro. Et au niveau de Scantrad, ce qui était bien, c'est qu'ils ont marqué que Usopp reprenait un personnage qui fait partie de la pièce du Rakugo, qui était pendant l'ère Edo, et ça c'est justement la base pour l'huile de crapaud. Et il faut savoir qu'au Japon, l'huile de crapaud est toujours vendue pour guérir les plaies. Donc voilà, c'est une sorte de produit médical, mais un petit peu du remède de grand-mère. Et il est aussi représenté là, Usopp, comme un vendeur itinérant, et c'est le mec qui a l'habitude de mentir et qui a l'habitude beaucoup de surjouer pour pouvoir vendre. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est le petit truc, et aussi c'est pour ça qu'il a là-bas, pour pas qu'on le reconnaisse. Après nous passons à Orobi. Alors pourquoi Orobi et non pas Orobin? Parce que à l'époque d'Edo, les femmes avaient des noms qui étaient vraiment très courts, et la particule O est une particule devant qui est honorifique. D'ailleurs, à une époque, c'était pas Tsuru, la vieille vice-amirale, mais c'était Otsuru. Et après, en faisant des recherches, il s'est avéré aussi que Momonosuke, et ça je me rappelais pas du tout, il appelait Nami Onami. Donc voilà, et on apprend que elle est ici
pour pouvoir atteindre le Shogun. Et elle se sert un petit peu de sa beauté, parce que là on est vraiment dans la beauté, on est vraiment dans la geisha. Ça reprend un petit peu ce qu'il y avait au niveau du film Z quand elle était en tant que danseuse, pour que Nami, enfant, puisse écouter et apprendre des choses sur la marine et savoir où était Zeto. Et on a toujours la même utilisation pour Robin, et ça fait, comme je l'ai dit au niveau de la timeline, c'est pour ça que c'est vraiment important, on est vraiment dans un délai très très court, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une semaine à 10 jours qu'elle est là, et elle a atteint quand même un bon niveau pour être une possible prétendante pour pouvoir être reconnue par le Shogun et faire partie de sa cour. Donc voilà, donc la petite Robin, et en plus la petite Robin est vraiment très très bien parce qu'elle est hyper intelligente, donc elle pourra apprendre plein de choses pour après redonner les informations à ceux qui sont infiltrés. On parle bien sûr de Kinemon et aussi Kenjuro. Et après on va passer à qui? On va passer à Zoro. Zoro, moment de badassitude extrême. Et là, on va parler d'une chose que j'adore au niveau d'Ichiro Oda, c'est tout simplement la narration. Il a décidé de couper la rêverie pour nous placer Wano Kuni. La rêverie, quand est-ce qu'elle va revenir? On ne sait pas, parce que j'ai oublié de le dire en début de vidéo, c'est vraiment très important, mais il faut savoir que ce qui se passe à la rêverie est exactement au même moment que ce qu'on vient de voir au niveau de Wano Kuni. Et vu qu'on est sur un même temps, il est possible qu'il y ait des chapitres qui s'entrechevauchent pour raconter différents éléments. Et ce qui est vraiment important, et ce qui est vraiment très très bien, c'est qu'on n'a pas eu de flashback comment ils sont arrivés. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une continuité au niveau de la timeline. Donc il se peut que dans quelques chapitres, on revienne à la rêverie, c'est-à-dire qu'il va se passer un truc au niveau de Wano Kuni, peut-être l'arrivée des Mugiwara, on ne sait pas, que ça s'arrête, qu'on reprenne la rêverie, et une fois que la rêverie sera terminée, c'est-à-dire que les 5 chapitres peut-être qui restent vont être terminés, on va reprendre Wano Kuni en ayant un flashback des informations qui se sont passées avant. On sait que Ichiro Oda, au niveau du temps, est un maître. Il y a beaucoup d'informations sur un temps vraiment très court, mais quand tu reprends les chapitres en amont, eh bien, il y a une logique dans sa narration. Et donc, les éléments pour l'instant de la rêverie sont terminés. Donc, on a eu 3-4 chapitres où c'était hyper intensif. Et tel que commençait le chapitre de Wano Kuni, on s'attendait à un chapitre de présentation, on s'attendait à un petit prologue. Et on a eu la mise en bouche avec Nekomamushi et Marco, où ça a été vraiment très calme, très paisible. Un peu comme quand on est dans les alpages. Hein, la référence par rapport aux Alpes et par rapport à la géographie qui a été utilisée pour représenter ce lieu. Et après la présentation qu'on a eue justement de Usopp, Franky et aussi Robin est quelque chose de très calme. Ils sont seulement présentés dans une situation de tous les jours comme de leur infiltration où ils ne doivent pas faire de vagues. Et là tout de suite ils nous coupent par un Zoro qui doit se faire harakiri. Donc personnellement ça surprend. On est dans un moment où on ne sait pas ce qui va se passer, on rebascule dans une petite case où il y a un tout petit flashback, c'est-à-dire leur arrivée où Kinemon explique qu'ils doivent justement pas faire de vagues et qu'ils doivent s'infiltrer pour avoir des informations, et on s'attend à ce que le chapitre se termine ici. On s'attend à un cliffhanger de fou pour attendre le chapitre suivant pour savoir comment Zoro va réussir à se sortir de cette mort programmée. C'est ça la logique dans la narration qu'a l'habitude de faire Ichiro Oda. Et là Ichiro Oda nous surprend en nous montrant Zoro qui arrive à tout couper avec un petit truc en plus. C'est justement, il demande pourquoi il n'y a pas de poignet, pourquoi il n'y a pas de manche. L'autre il fait c'est pour te faire harakiri, donc en l'instant c'est pas pour combattre, donc ça sert à rien. Et là au préalable on nous dit bien, avec ça tu peux rien faire sauf mourir toi-même. Et la double page finale qui est absolument fantastique, on voit un Zoro qui fait une action spectaculaire. Même les samouraïs qui sont à côté ne pensent pas qu'une action comme ça puisse être possible. Et c'est ça qui est magnifique, c'est-à-dire qu'il nous prend à contre-pied et surtout, il met une claque à tout le monde en disant « Regardez Zoro !» Je pense que même Luffy n'a pas eu une action aussi grandiose. Parce que quand Luffy fait le coup final contre Doflamingo et que tu vois la ville de Dressrosa qui fait, comme je disais, qui fait kebab, c'est parce que c'est l'une des plus grosses attaques. Là, Zoro, il arrive à faire ça sans ses katanas.
c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Et rien que pour ça, ça a été une explosion. Il faut savoir que suite à ça, au niveau de Twitter, Zoro était dans les tendances, c'est-à-dire que c'était Zoro, le mot Zoro était le plus tweeté sur Twitter. C'est un truc de taré, c'est incroyable, c'est absolument incroyable. Bon, là on va repasser un petit peu à continuer de parler de Zoro. Zoro, il a un Sushui. Il a le Sushui qu'il faut le rappeler quand même est le trésor national de Wano Kuni. Et le mec qu'il a entre les mains, ce n'est pas quelqu'un qui est né à Wano Kuni. Je peux peut-être dire des erreurs, mais pour moi, je pense que c'est un des pirates qui fait partie de l'équipage de Kaido. Parce que justement, Kinemon nous le dit bien que la plupart des membres de l'équipage ont des hauts postes au niveau de Wano Kuni. C'est pour ça qu'on ne doit pas se faire remarquer. Et que c'est bien Kaido qui a la main mise au niveau de Wano Kuni. On apprend aussi qu'ils ont toujours, au travers de la gorge, il y a 23 ans, pillage de la tombe de Ryuma. Et donc aussi le vol de Sushui. Et ça correspond à quoi? 23 ans, c'est 1 an après l'exécution de Goldie Roger. C'est pendant l'ère de la piraterie qui a commencé, où tout le monde voulait devenir le seigneur des pirates. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le dans le chapitre 0, on voit qui au niveau de la mort? On voit Dragon, on voit Mihawk, on voit Baggy, on voit Shanks, on voit Doflamingo, on voit Crocodile et on voit Moria. Et je pense que cette action-là, il y a 23 ans, se passe après que Moria, parce qu'au moment où Goldie Roger s'est fait tuer, je pense que Moria a voulu aller dans le Nouveau Monde un petit peu faire le bourrin. Il s'est fait complètement hype par Kaido. Et donc il a voulu prendre sa revanche sur Kaido et il a voulu se construire une armée. D'ailleurs, la cicatrice qu'il a au niveau du front, peut-être que c'est une cicatrice que lui a mis Kaido. Maintenant qu'on y pense. Ça serait pas con quand même. Ça serait pas con. Et donc, au moment des 23 ans, c'est-à-dire une année après, c'est au moment où Moria s'est refait et Moria a été chercher les plus grandes légendes du monde mortes pour se faire son armée pour tuer Kaido. Et donc, ça serait Moria avec l'aide de Absolom, grâce à son pouvoir d'invisibilité, et ils ont été piller la tombe pour prendre les corps et prendre le trésor national. Et c'est en un sens pour ça que personne n'a su que c'était Moria. Donc voilà, et ça c'est bien parce que à travers une information, ça nous permet de donner des possibles, je dis bien des possibles, tout ce que je dis c'est pas la vérité, ça nous donne des possibilités de réponse. Et ce qui est vraiment aussi excellent, c'est qu'on s'aperçoit que les gens qui ont été tués depuis 1 mois, c'est-à-dire les 3 personnes qui ont été tuées, c'est le mec qui a voulu tuer Zoro, qui a voulu lui couper la tête. Pourquoi? Parce que Zoro, quand il le regarde, il dit « tu sens le sang ». Et aussi la chose qui est vraiment géniale, c'est que le petit couteau qu'il a pour se faire harakiri, ça reprend exactement la même chose qui s'est passée lors de la première rencontre avec Mihawk. Et après aussi, ce qu'on apprend quand il combat Pika. En vérité, ce n'est pas l'arme qui fait l'épéiste, mais c'est la maîtrise de n'importe quelle arme qui fait l'épéiste. Donc vraiment un Zoro magnifique, Zoro qui est d'ailleurs un Ronin. Alors qu'est-ce que c'est un Ronin? J'étais presque, quand j'ai fait ma réaction live, un Ronin est un samouraï déchu. Déchu pour plusieurs raisons. Déchu parce que tout simplement son maître a été tué durant une guerre. Donc il s'avère qu'à une époque, les samouraïs étaient liés à un maître. Et quand celui-ci était renvoyé, c'est-à-dire que quand le maître renvoyait le shogun parce qu'il l'avait déshonoré, ou tout simplement, pas le will, un shogun, c'est ça, ou un daimyo aussi, ou quand il était mort, il ne pouvait pas être sous les ordres d'un autre daimyo, et donc ils devenaient des sortes de mercenaires. Il y en a même certains qui devenaient des paysans ou autre chose, et il faut savoir qu'à une époque, être un ronin, c'était quelque chose de totalement désastreux, mais aussi, il paraît qu'à un moment, être ronin, c'était une étape. Quand une personne voulait devenir samouraï, il devenait un ronin, et après, il passait sous les ordres d'un autre shogun ou alors d'un daimyo. Oda, à travers une image, nous montre la puissance et la badassitude de ce mec. C'est-à-dire que comment tu veux avoir des respects pour le garçon, hein, Senji, pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, après ça.
comment tu veux. Comment tu veux. Et ça. Alors en un sens, c'est vraiment génial parce que ça va permettre à Zoro de ne pas trop en vouloir à Senji. Parce que Zoro, là, ici, il s'excuse auprès de Kinemon. Donc ça veut dire qu'il trahit la mentalité de Kinemon. D'ailleurs, j'ai oublié un truc, il s'appelle Zoro Juro, et ça reprend aussi Kenjuro. Donc ça, c'était la petite chose. Et ça, c'est vraiment très très bon, parce que d'un point de vue de la symbolique, encore une fois, vous savez bien que j'aime bien la symbolique, si Zoro avait réussi à rallier plusieurs samouraïs, qu'il avait grandement aidé la mise en place de la rébellion, Senji, qui lui a fait des erreurs, n'aurait pas pu être pardonné par Zoro. Zoro, par son action, met en évidence qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer ici, qu'il y a quelqu'un de très puissant, et je pense que certains vont reconnaître qu'il est réellement Zoro, et que donc les Mugiwara sont présents sur l'île. Ça peut être vraiment... Et donc, en un sens, il vient de trahir l'infiltration. Donc Zoro aura quelque chose à se reprocher, et de dire que tout le monde fait des erreurs, et que des fois, on n'a pas le choix de faire l'erreur si on veut s'en sortir. C'est-à-dire que Senji, s'il l'a fait, il l'a fait pour, à la base, protéger les Mugiwara. Mais là, il vient de trahir son équipage, et en un sens, il vient de trahir son capitaine. Parce que si on apprend que les Mugiwara viennent d'arriver, il va avoir une recherche sur Luffy, et comme Luffy n'est pas là, ça va être pour lui vraiment très très dur d'atteindre Wano Kuni. Donc voilà, c'était un petit peu la petite chose. Alors maintenant, on va parler d'un dernier truc là, enfin de deux derniers trucs. On va parler du Shogun, et on va parler aussi, pour moi, d'un truc qui semble un petit peu bizarre. C'est-à-dire que Franky n'est pas reconnu, parce que c'est quand même un cyborg, mais sur son affiche, l'ancienne affiche, il avait à peu près une autre tête, un autre corps massif, il a été beaucoup plus petit. Donc le Franky qui était sur la première affiche ne correspond pas au Franky qu'on a là. Et sur la nouvelle affiche, ce n'est pas un Franky, c'est carrément, je l'ai là-bas, mais c'est le général Franky. Donc, il peut passer inaperçu. Usopp, c'est par rapport à sa barbe et sa façon de se fondre dans la foule. Après, on a... comment elle s'appelle, Robin. Robin, par sa beauté, tout ça, elle correspond vraiment à Geisha. Donc, ça peut vraiment aller. Et c'était vraiment Zoro, où lui, malgré qu'il est derrière, il avait quand même ce visage qui représentait Zoro. Et surtout, Zoro ressemble énormément à Ryuma. Et Ryuma est un personnage très important au niveau de Wano Kuni, parce que c'est l'un des seuls quand même qui a réussi à tuer un dragon. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure que les dragons étaient vraiment très importants au niveau de cet arc. Et même si Wano Kuni est une île qui vit en autarcie et qui n'a pas de lien vers l'extérieur, les pirates oui. Et il faut savoir qu'il y a quand même deux pirates qui les connaissent. Il y a X-Drake, ou Diez-Drake, excusez-moi, et il y a aussi Apu. Donc, normalement, il y a des pirates aussi avec eux. Donc, eux, ils sont au courant de ce qui se passe dans le monde. Donc, ils auraient dû les reconnaître. Donc, pour moi, là, ici, ne serait-ce que pour Zoro, son infiltration, ça paraît justement un petit peu bizarre. Il y a aussi une autre chose qui est pas mal, c'est que normalement ils sont arrivés, il y a en gros c'était Zoro et son équipage, Kinemon et Kenjuro, et il y a aussi Law. Law, on ne sait pas où ils sont. Est-ce que eux ils sont sur l'extérieur de la ville, est-ce qu'avec le sous-marin carrément à l'extérieur de l'île, ou ils sont sur l'extérieur dans une crypte avec leur sous-marin attendant l'avenue de Luffy. Luffy qui, je pense, j'ai oublié de le dire dans l'autre vidéo je crois, mais va repasser quand même par Zou, peut-être pour aller chercher Inuarashi et aussi Momonosuke. Parce que dans le flashback, quand on les voit tous dans une sorte de maison délabrée, on voit que Momonosuke n'est pas là. Et comme Momonosuke restait avec Wanda et aussi Inuarashi, ça veut dire que eux ne sont pas là. Mais ils vont bientôt arriver. Donc je pense qu'ils vont arriver avec Luffy. Et donc ça me paraît bizarre, encore une fois, qu'ils n'aient pas été reconnus. Et là maintenant on va parler de la dernière personne, on va parler du Shogun. Le Shogun qui s'appelle Kurozami Orochi. Alors ce qui est vraiment important là-dedans, c'est le Orochi. Orochi, c'est le nom d'un dragon hyper connu au niveau du Japon. C'est aussi pour ça que je vous ai parlé que les dragons étaient hyper importants. Et ce dragon s'appelait Yamata no Orochi. Il a été vaincu par Susanoo. Et quand ils lui ont ouvert le corps, c'était un dragon qui avait 8 ou 9 têtes. 8 têtes, je crois. Et ils ont trouvé l'épée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Kusanagi no Tsurugi, qui est justement
l'épée que je vous parlais tout à l'heure, qui était dans le château de Nagoya, qui est la représentation du château central qu'on voit au niveau de Wano Kuni, et qui est sûrement le domaine des dieux, Dieu qui fait donc bien sûr penser, Dieu immortel, qui fait penser à l'immortalité de Kaido, et peut-être aussi au Shogun. Shogun qui aurait justement l'arme qui a été qui a été obtenue d'un dieu qui a tué justement un dragon. Et c'est là où justement tout se recoupe. C'est-à-dire que quand tu fais des recherches, tu vois des points qui se lient. Et c'est ça qui est vraiment génial. Alors voilà, cette vidéo va se terminer ici parce que si je m'écoutais, je pourrais encore vous en parler pendant des heures, mais je dois bien sûr arrêter cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. J'espère que ça n'a pas trop été confus parce qu'il y avait énormément d'infos. Moi, ça fait deux nuits que je dors pas et j'ai passé ma matinée dessus pour faire toutes les recherches. Mais c'est ça vraiment que je veux dans mes vidéos. C'est vraiment expliquer tous les petits trucs qu'un japonais, eux, ça va leur sembler logique, mais pour nous, ça nous passe carrément au-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, par exemple, autour de vous, laissez des pouces bleus et surtout, n'oubliez pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.